Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la session de février 2022 du chapitre de Montréal de l'IIBA. Donc, bien avant de commencer notre conférence, enfin, de passer la parole à notre conférencier, comme d'habitude, on va vous parler des nouvelles de la section de Montréal. Donc, ce soir, on va vous parler du prix GRAL 2022. On va aussi vous parler du groupe d'études de l'hiver 2022. Comme d'habitude, on va vous présenter les nouveaux certifiés de l'IIBA et aussi du chapitre de Montréal. Et avec ces nouveaux certifiés, on va vous donner le dernier tableau de bord des certifiés. Et on en profite pour faire la promotion de la certification Product Ownership Analysis, étant donné que cette certification est en étroite relation avec le sujet de la présentation de Nicolas Mercier ce soir. On a un concours, comme d'habitude, à chaque présentation, donc on va vous permettre de gagner de nouveaux ouvrages. Et on va clôturer avec un mot de la fin de notre VP programmation, Yves Nichols. Donc, le premier sujet de ce soir, c'est le prix GRAL. Donc, le prix GRAL va revenir cette année pour une 10e fois. Donc, les candidatures pourront être complétées à la date finale du 28 avril 2022. L'annonce des finalistes sera faite dans la semaine du 5 mai 2022 et le prix GRAL sera remis lors d'une cérémonie via Zoom le jeudi 26 mai 2022. Bientôt, le lien pour vous permettre de vous inscrire sera disponible et bien sûr, vous allez être informés à travers tous nos outils de communication habituels. Le prochain dossier, c'est le sujet de l'heure, c'est notre groupe d'études du BABOC qui revient encore une fois, je vais dire pour une 2e année consécutive, donc à l'hiver 2022. À qui s'adresse ce groupe d'études? Donc, si vous êtes en démarche d'obtenir une certification ou bien vous êtes en mode d'assimilation de la profession d'analyse d'affaires ou encore vous désirez rafraîchir vos connaissances et partager votre expérience, ce groupe d'études est pour vous. On prône beaucoup que les participants soient membres actifs de l'IIBA parce que ça vient avec beaucoup d'avantages d'être membre de l'IIBA. Pour participer à ce groupe d'études, vous avez des frais de 100 $ à payer pour les 10 sessions. Ces frais vous seront remboursés une fois que vous allez obtenir votre certification. Ça peut être ECBA, CCBA ou CBAB. Donc, on dit que la date limite est le 21 février, mais il reste encore quelques places. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à la fin de cette semaine. Donc, on vous attend en grand nombre. C'est une activité pour le chapitre de Montréal. On le fait pour nos membres, donc on vous attend, comme Nirva dirait, nombreux à ce groupe d'études. Et ça, c'est Georges qui aime vraiment vous taquiner en vous disant, imaginez votre nom sur ce certificat. Donc, je vous laisse visualiser ça pendant une seconde et ensuite, je vais vous présenter les personnes qui ont eu comme l'opportunité depuis le 24 janvier à avoir leur nom sur ce beau certificat. Donc, sans plus tarder, on fait le tambour, puis on a 2 nouveaux certifiés depuis le 24 janvier 2022. Donc, il s'agit de M. Nakali, qui a obtenu sa certification le 24 janvier. Je ne sais pas si Elmedi est avec nous cet après-midi. Non, il ne semble pas être là, mais félicitations Elmedi pour l'obtention de votre certification AAC. Et le prochain certifié est M. Yang.
Lui, il a obtenu sa certification le 4 février. Il est CBAB depuis, je vais dire, 20 jours. Félicitations à M. Yang. Donc, avec ces deux nouveaux certifiés, ça met le total mondial du nombre de certifiés à 27 314. Et pour la section de Montréal, on est maintenant à 290 certifiés, toutes certifications confondues. Et comme je vous disais au début, donc, et IIBA a aussi une certification qui est Product Ownership Analysis. Vous n'êtes pas sans savoir que les BA, 35% des analyses d'affaires travaillent dans un environnement agile et font le travail d'un product owner. Puis c'est mon cas qui vous parle. Puis j'avais jamais pensé que j'allais travailler comme product owner, mais je me suis retrouvée à faire ce travail et c'est le fun. Donc, IIBA, comme toujours, a de la documentation disponible pour ses membres. On a un guide. Si quelqu'un veut passer cette certification, il y a un guide qui est disponible et surtout qui est gratuit pour les membres de IIBA. Nos prochains rendez-vous. Donc, ce soir, on va parler de la culture produit au service du client avec Nicolas. Le 1er mars, on a notre groupe d'études qui démarre. Ça va durer environ 10 semaines. Et le 23 mars 2022, on a rendez-vous avec Jared qui va nous parler de l'avenir de l'analyse d'affaires selon IIBA. Donc, ce sont nos deux plus prochains rendez-vous pour le mois de mars. Bien entendu, comme à chaque session, on vous invite à jouer et vous allez gagner aussi des prix. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de regarder, d'écouter et à la fin, vous allez gagner 2 nouveaux livres qui nous ont été conseillés par notre conférencier de ce soir. Donc, 2 personnes pourront repartir, j'allais dire repartir chez elles, mais vous êtes déjà chez vous. Donc, 2 personnes pourront avoir ces documents-là, ces 2 ouvrages. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on a au menu? On entend souvent parler de produits, on parle d'agile, on parle et de tout ça. Mais dans le fond, c'est quoi un produit, la culture d'un produit? Donc, ce soir, Nicolas va répondre à cette question pour nous autres. Qui est notre conférencier ce soir? J'ai dit que c'est Nicolas, mais Nicolas, en fin de compte, est directeur du Centre d'excellence agile chez CGI. Il intervient aussi comme conseiller stratégique en support aux organisations en pleine transformation. Nicolas croit beaucoup que les principes et pratiques de l'agilité ne sont pas la finalité, mais surtout se doivent d'être au service des objectifs visés. L'agilité est donc un des leviers pour appuyer une transformation numérique. Alors, sans plus tarder, je vais faire place à notre conférencier, Nicolas Mercier. Donc, Nicolas, je vous cède la place. Merci beaucoup, Florence. Bonjour. Merci d'ailleurs en partant de m'avoir accueilli pendant que je partage mon écran. Et voilà. Comme ça. Super. Donc, comme je disais, merci beaucoup de l'invitation, de me recevoir. C'est très gentil de me tendre une invitation comme ça, puis de m'amener à vous partager un peu ma vision de, de quelque chose qui est relativement important. Je trouve moi, j'œuvre beaucoup dans les transformations organisationnelles. Puis bon, je suis un conseiller stratégique en agilité, donc je suis confronté à des organisations qui veulent devenir un peu plus agiles, se transformer, changer leur façon de faire. Puis
la culture produit, le mode produit, ou travailler en mode produit, c'est une façon, c'est une métaphore pour moi pour faire amener les organisations à se recentrer un peu sur ce qui est important pour eux, c'est-à-dire leurs clients. Hein. Donc, je vais commencer. Florence, elle m'a présenté. C'était super bien, fait que je vais passer vite sur cette slide-là. Je suis donc Nicolas Mercier. Oui, je travaille pour CGI. Je suis directeur là-bas. On l'a mentionné, je suis directeur du Centre d'excellence agile de CGI à Québec. Puis, je suis aussi conseiller stratégique en agilité. Donc, j'accompagne les organisations qui sont en transformation et qui veulent aller vers de l'agilité. Fait qu'on va y aller. On va y aller tout le monde ensemble. J'ai juste une barre dans mon chemin. Parfait, c'est correct, c'est réglé. Donc, quand je commence à parler d'agilité, juste un petit disclaimer, j'assume que vous avez une certaine base en agilité dans les concepts de base. Je n'assume pas que vous êtes des experts, mais je vais prendre pour acquis certaines choses. Donc, si vous avez des questions juste de compréhension pour préciser certaines choses, n'hésitez pas à lever la main. Puis les gens de l'IBA, si vous voulez me donner un coup de main pour m'indiquer s'il y a des questions qui ressortent là, dans le chat, faites-moi signe, puis j'y répondrai. Donc quand je disais quand je commence à parler d'agilité, je parle toujours de cet acronyme-là, l'acronyme VICA, qui représente c'est une façon de décrire le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Puis j'exprime le fait que le besoin de s'agiliser, de gagner en agilité dans les organisations, dans les environnements dans lesquels on travaille aujourd'hui, vient du fait que on est dans des environnements un peu complexes qui changent rapidement. Donc, c'est quoi VICA? De la volatilité, c'est quoi? C'est des changements disruptifs et imprévisibles dans leur échelle et dans leur vitesse. On est confronté à tous les jours à des changements de priorité, des changements d'orientation, des changements technologiques. Et puis, on doit vivre avec une capacité à absorber rapidement du changement, ce qui détonne avec d'autres types d'environnements. On vit avec une certaine incertitude, donc souvent quand on a à prendre une décision, mettons, vous êtes des architectes d'affaires, des analystes d'affaires, vous avez souvent à prendre des décisions, émettre des orientations, à faire des choix. Bien, souvent, on va le faire avec relativement peu d'informations pour prendre des décisions parce qu'on est dans un environnement complexe. Et puis, j'avais un ancien patron qui disait, tu dois prendre une décision en ayant entre 25 et 65-70% de l'information. Si tu le prends avec un plus faible pourcentage, tu as peut-être trop de risques pour prendre cette information-là. Et si tu attends d'avoir plus de certitude, peut-être que tu vas prendre une décision trop tard et tu vas manquer des opportunités. Donc, cette incertitude-là est toujours présente. On vit, comme je disais, dans un environnement complexe. Donc, si on regarde les organisations modernes, il y a beaucoup d'interconnexions. On est dans un monde ouvert, connecté. Donc, le monde est très vaste et aussi très petit. C'est-à-dire que c'est facile de collaborer. Et on a surtout à cause de l'aspect techno qui grandit, qui évolue très rapidement, on a besoin d'intégrer de plus en plus de choses et de concepts et donc, en présence d'une multitude de composants interdépendants, ça complexifie notre monde. Puis je pense que la phrase ne dit pas tout, mais l'aspect le plus complexe de notre monde aujourd'hui, surtout dans un monde plus digital, donc on est dans de l'intangible. Ce qui amène beaucoup de complexité, c'est nous, c'est les êtres humains, dans les milieux dans lesquels on œuvre. C'est essentiellement des êtres humains qui doivent se transférer, se transférer de l'information, arriver à se comprendre les besoins d'un, comprendre les solutions pour répondre à ces besoins-là. Et donc, ça met en commun beaucoup de gens. Et c'est ce qui amène de la complexité parce que c'est difficile parfois de se comprendre et de s'aligner, de rester aligné, d'intégrer l'opinion de plein de gens. Donc, ça amène une complexité. Et le dernier, c'est il y a un certain niveau d'ambiguïté dans ce qu'on fait. Donc, souvent, on va avoir des informations qu'on peut interpréter de plusieurs manières différentes selon d'où on se positionne.
Et donc, c'est ça qui a fait émerger le besoin d'avoir de l'agilité, d'avoir une capacité à s'adapter en fonction de ce qu'on va apprendre. Donc, on va être dans des organisations apprenantes qui sont capables de changer rapidement, de pivoter et de s'adapter en fonction de ce qu'ils découvrent au fur et à mesure. Donc, c'est de plus en plus difficile de prédire et planifier en détail, exécuter un plan tel qu'on l'avait imaginé. Et la capacité à s'inspecter, s'adapter devient assez essentielle à tous les niveaux dans une organisation. Donc, à une certaine époque, lorsque j'ai commencé à travailler mon agilité dans des équipes de développement au début des années 2000, puis jusqu'à milieu des années 2000, 2005, 2006, 2007, l'agilité a commencé à émerger, surtout dans les équipes. Donc, on a vu ça émerger dans un besoin de pouvoir répondre à des impératifs, à pouvoir s'ajuster. Puis c'est émergé beaucoup dans les équipes et les organisations ont commencé à adapter de l'agilité. Et donc, adapter de l'agilité à ce moment-là, c'était avoir tout un paquet d'équipes agiles, puis des projets en mode agile, des Scrum Masters avec des équipes auto-organisées, pilotées par des carnets de produits, priorisés par la valeur, etc. Donc, on avait des rituels sur le plancher. Il est venu une grande vague d'organisations qui voulaient passer à l'agilité. Puis essentiellement, le plan, c'était moi, je suis un conseiller agile. On disait, j'ai toutes ces équipes-là, rends-les toutes agiles. Et sinon, mon organisation va être agile. Ce qu'on a découvert, ce qu'on a essayé d'amener les organisations à prendre conscience, c'était que cette stratégie-là, c'est surtout une optimisation locale. Imaginons un processus bout en bout qui transforme des opportunités d'affaires à haut niveau en quelque chose de tangible qu'on peut livrer à des clients. Mais quand on réfléchissait à l'agilité à ce moment-là, on focusait sur une petite partie de la chaîne de production, la chaîne de valeur. Et c'est là qu'on appliquait de l'agile. Donc, on se dit, on est super agile, nous, dans notre organisation, mais si on le regarde sur le bout en bout, est-ce qu'on est vraiment en train d'avoir un impact sur la performance bout en bout? Puis, une anecdote, en 2014, à peu près, 2014-2015, je travaillais dans un organisme gouvernemental provincial. Puis eux, il y avait un directeur affaires qui m'avait dit, mais moi, quand j'ai une opportunité, j'ai une idée, puis que je veux la faire financer, puis présenter mon dossier, puis le faire cheminer, en ce moment, ça me prend entre 18 mois et 36 mois avant de voir la couleur de mon idée, arriver à l'autre bout de la chaîne. Donc, si je fais de l'optimisation locale dans mes projets puis que je raccourcis mes cycles dans mon bout livraison, sur 18-36 mois, l'impact était quand même négligeable. Donc, il y avait quelque chose qui a amené la deuxième vague d'agilité qui disait comment on peut rendre notre organisation plus agile d'un bout à l'autre, ce qui est plus complexe que juste des équipes agiles. Il y a 2 ans, des collègues de CGI aux États-Unis avaient sorti un blog qui parlait de l'agilité d'affaires ou la business agility. Il avait sorti 4 constats clés. Je trouvais ça intéressant, fait que je les ai repris dans la présentation. Je dis, au-delà des évangélistes puis des équipes pilotes, donc des gens qui embarquent rapidement dans l'agilité, dans les organisations, l'agilité, ça demeure quand même un mystère. Puis souvent, dans les contextes affaires, parce qu'on a le stéréotype que l'agilité, ça s'applique au TI. Attendez, c'est bon, excusez, j'ai mon, j'ai mon portable qui me dit je viens d'installer une mise à jour, je dois redémarrer, mais j'ai 24 heures pour obtempérer, fait que je pense qu'on va s'en sortir. Donc, je disais, l'agilité demeure un mystère quand même sur une bonne partie de l'organisation. Donc, on comprend moins bien le besoin, on comprend moins bien comment ça peut s'adapter à certains contextes à l'intérieur d'une organisation, et donc, ça demeure un peu mystérieux. Le deuxième constat qu'ils ont fait, c'est l'agilité n'est pas pratiquée à travers l'ensemble de la chaîne de valeur. Un peu le point que je viens de faire quand j'ai montré la chaîne bout en bout, c'est que c'est une optimisation locale qui s'applique à une partie de ce qu'on fait, puis on voit moins bien comment l'appliquer au reste de la chaîne de valeur. Et avec des efforts un peu diffus à travers l'organisation, localisés à un endroit précis dans la chaîne, l'agilité n'est que
partiellement appliqué. Donc, ce que je peux faire dans une équipe dépend beaucoup de comment je vais prioriser leur travail. Et le travail priorisé dépend beaucoup de c'est quoi mes stratégies, puis comment je les opérationnalise et comment je les fais cheminer dans mon organisation. Donc, tout ça est interconnecté. Puis, quand on n'en fait qu'une partie, ben, on n'a pas nécessairement les résultats qu'on souhaite. Et l'engagement est moindre lorsque la mise à l'échelle se complique. Donc, quand on se rend compte, on prend conscience qu'il y a peut-être une façon d'améliorer le bout en bout, puis mettre à l'échelle l'agilité. C'est là qu'on rencontre des plus grandes difficultés parce que c'est quand même complexe. Et puis c'est là que ça s'essouffle un peu l'effort de vouloir se transformer un peu plus en agilité. Donc, c'était les 4 points que mes sympathiques collègues ont apportés. Dans un des livres que vous avez vus, que j'ai recommandé comme, pour faire tirer ce soir, qui s'appelle Project to Product. En fait, ça, il en parle dans le livre, mais il y a une vidéo aussi sur YouTube, fait que j'ai mis le lien sur la vidéo. On parle de pourquoi on n'est pas sur le bout en bout, hein, pourquoi on est juste souvent plus agile du côté TI. Puis comment eux, ils l'expliquent, c'est qu'il y a un choc il y a des perspectives différentes sur ce qu'on doit faire et ce qui est important dans l'organisation. Hein. Ben, là, on va aller très stéréotypement. Là, il y a des gens TI d'un côté, puis il y a des gens affaires de l'autre. Puis chacun a sa perspective sur ce qui les guide, puis ce qui croit qui est important, puis ce qui occupe leur quotidien. Et puis c'est le fait qu'ils aient chacun une perspective un peu différente qui fait qu'on a des difficultés à connecter à l'intérieur de l'organisation par moment. Donc, l'intention de dire, oh, on va essayer de trouver la même perspective, essayer de se donner la même perspective, c'est de là qu'est émergée l'idée de la culture produit. Qu'est-ce que ce serait la culture produit? Ben, si on essaie de décrire la perspective qu'on pourrait partager, elle part de quoi? Ben, on est une organisation, donc on offre des produits et des services, mettons, à des clientèles. Donc, on va essayer de mettre au centre de notre perspective ces clients-là. Et on pourrait découper une organisation en mode produit en 3 couches subséquentes. La première, c'est il y a une partie de notre organisation qui doit se concentrer sur comprendre c'est qui nos clients. Ils sont qui, quels sont leurs besoins. Donc, il y a tout un noyau à l'intérieur de l'organisation qui doit comprendre qui sont nos clients. Autour de ça, on doit trouver comment on peut répondre à leurs besoins. Donc, une fois qu'on sait qui ils sont, qu'on a bien compris leurs besoins et qu'on le fait de façon continue, on doit mettre en œuvre des façons de répondre à leurs besoins. Donc, une autre partie de l'organisation, que leur job à eux, c'est de répondre aux besoins de ces clientèles-là à travers des produits et des services adaptés. Et la dernière partie de l'organisation, elle permet de s'adapter et de s'améliorer en continu. Donc, la dernière couche, elle est là, puis elle regarde les besoins, elle regarde comment ils répondent, puis elle trouve des façons d'améliorer continuellement ce qu'on fait. Donc, quand on est en mode projet, on part des projets pour adresser des nouveaux besoins ou pour rehausser des besoins qui sont déjà présents. Donc, et on doit donc améliorer les façons de faire, nos produits, nos services, notre structure, notre culture et nos compétences. Donc, c'est ce qui représente un peu l'idée derrière le mode produit. Si je vais sur comment sont bâties nos organisations aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vrai parce qu'on en a plusieurs dans le marché qui sont en transformation. Mais traditionnellement, les organisations sont souvent découpées par silos. Hein, des silos fonctionnels. On va découper par mission, par fonctionnalité à l'intérieur de l'organisation, puis on va avoir une structure de gouvernance qui s'assure de gouverner, qui s'assure de la cohérence. Donc, si on a les clients d'un côté qui font affaire avec nous à travers un portefeuille de produits et services, mais parfois, c'est relativement simple et peu complexe répondre aux besoins de nos clientèles parce que c'est assez simple à l'intérieur de notre organisation. Mais comme je disais au départ, nos organisations sont de plus en plus complexes et souvent, pour répondre à un besoin, on va avoir plusieurs interconnexions et on va devoir faire travailler plusieurs morceaux de notre organisation ensemble. Et ce qui arrive, c'est quand ils sont découpés plus fonctionnellement, sont au service de leur fonction et moins alignés sur être en service à leurs clients. Donc, quand on veut s'aligner sur les mêmes priorités, s'entendre sur les réels besoins, c'est plus compliqué quand on est séparé fonctionnellement parce qu'on a chacun nos objectifs, chacun de notre côté.
Donc, ce qu'on essaie d'amener dans une approche plus produit, c'est de voir comment on peut... ah oui, c'est vrai, hier soir, je me suis dit, il manque quelque chose dans cette slide-là. Ça peut très bien fonctionner, mettons qu'on a des super processus hyper performant, qu'on est très bien aligné, que tout le monde suit ce qu'il y a à faire au bon moment, puis qu'on peut se planifier ensemble puis avancer. Mais qu'est-ce qui arrive au quotidien? Bien, il arrive le petit nuage VICA qui vient compliquer les choses, qui change fréquemment nos priorités, qui complexifie la manière qu'on réussit à se comprendre. Et bref, ça vient mettre un peu de bordel dans notre plan et dans nos façons de faire. Et donc, on peut se battre contre ça. Ou on peut dire, on pourrait peut-être prendre une approche un peu différente et dire comment on pourrait voir nos organisations dans l'autre sens. Au lieu de les voir verticalement et de les aligner sur des morceaux de fonction dans notre organisation, pourquoi on n'alignerait pas notre organisation autour des produits, des services, des clientèles qu'on dessert? Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en aura pas de petits nuages. Il va continuer à être présent parce que ça ne va pas disparaître parce qu'on a changé la façon qu'on voit nos organisations. Ceci dit, ça va peut-être être plus facile de s'ajuster et de s'aligner rapidement, de pivoter si on est aligné sur les mêmes priorités, donc si on est aligné sur les mêmes clientèles ou produits ou services. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand on s'organise en mode produit, on essaie de voir ce qui est important pour nous, c'est servir nos clients et leurs besoins. Et notre façon de travailler ensemble devait être alignée pour y arriver. Ceci dit, n'entendez pas qu'il faut réorganiser nos organisations puis faire des changements structurels pour avoir la bonne structure. Il n'y en aura probablement jamais de bonne structure efficace. Je pense qu'il faut être capable de travailler aussi en mode matriciel puis travailler avec la structure qu'on a, mais faire véhiculer, regrouper les gens, les faire travailler ensemble puis les aligner autour d'objectifs communs de façon matricielle. Ça peut très bien fonctionner. Le premier geste qu'on devrait faire pour transformer une organisation en mode produit, ce n'est pas de changer la structure et de faire des réorganisations. Ça, je l'ai vu quand même à quelques reprises. On va changer l'organigramme, ça va régler tous nos problèmes. Ce n'est pas vraiment la solution. Donc, si on regarde, ça met un peu en opposition, le mode produit se met un peu en opposition au mode projet. On va essayer de comprendre qu'est-ce que le mode projet essaie de solutionner dans le mode projet. Je ne dis pas que le mode projet, c'est mauvais ou on ne doit pas fonctionner avec des projets. Je dis juste il y a peut-être des enjeux qui existent à utiliser un mode projet dans un certain contexte. Puis c'est ça peut-être que le mode produit essaie de solutionner. Fait que, mettons, on se fait une image. On se raconte une histoire. J'ai un projet dans mon organisation, puis dans ce projet-là, j'ai fondé une équipe. Je les aligne autour d'un budget, je suis allé chercher du financement, puis j'ai mon plan de match, donc qui vit à l'intérieur d'un carnet de produits, par exemple. Je mets en place une structure de gouvernance pour m'assurer que ce projet-là est bien mené et il va dans la bonne direction. Donc, jusque-là, tout va bien. Puis, dans mon projet, souvent, les projets, c'est des nouvelles choses qui arrivent. Hein. On va amener quelque chose de nouveau, on va faire une évolution, on va créer quelque chose de complètement nouveau. Mais une organisation, ça existe, ça a des actifs, ça a des choses qui sont déjà en place. Donc, dans un projet, on va souvent faire des arrimages, on va se mettre une structure de coordination et d'arrimage pour s'arrimer avec ce qui existe. Hein. Donc, si un projet arrive puis vient faire des modifications, des ajouts, des évolutions dans quelque chose qui existe déjà, qui est entretenu puis, par d'autres équipes, on va se créer des structures pour s'assurer que ces arrimages-là se font. Là où ça se corse, c'est quand le projet B arrive, parce que c'est rare les organisations qui ne travaillent que sur un seul projet à la fois. On veut faire plein de choses parce qu'on a plein de clients puis ils ont plein de besoins qui évoluent rapidement, donc on peut partir des projets en parallèle. Là, qu'est-ce qui arrive quand on part le projet B? On monte une équipe pour le projet B, on se donne une structure de gouvernance pour le projet B, on se donne nos objectifs, on va chercher notre financement, puis on a notre plan de match, puis on se met nous aussi une structure de coordination. Et comme on est dans un monde avec en pénurie de main-d'œuvre, on va partager aussi des gens d'un côté et de l'autre. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans notre organisation, nos projets, force est d'admettre qu'ils se retrouvent rapidement en compétition pour du financement, pour de la capacité, pour avoir accès à des services communs qui pourraient émerger. Et donc, ça crée un peu une dynamique de compétition entre les projets parce qu'ils ne partagent pas nécessairement des objectifs communs et donc doivent compétitionner pour les ressources de l'organisation.
je m'arrête ici, puis je vous laisse peut-être l'opportunité de poser des questions. Je ne sais pas, là, je vois dans la discussion, Pour l'instant, c'est tranquille OK. dans la discussion. C'était plus des bon, hey, bonsoir, salut tout le monde, c'est bon. Et s'il y a des questions, je vous laisse. Il y a plusieurs personnes qui trouvent ça intéressant et que c'est très clair la façon que tu expliques, Nicolas. Alors, il Parfait. faudrait peut-être un peu enlever un peu de clarification pour susciter les questions. C'est ça, je vais essayer d'être moins clair. Ben, en fait, Oui, avant de passer à la prochaine diapo, je voulais vous dire, moi, je n'ai rien contre les projets. Je sais pas, des fois, on rencontre des gens qui sont peut-être un peu plus dogmatiques et disent, ben, il y a une façon de faire et c'est celle-là, puis les autres façons de faire ne sont pas la bonne. Je dis juste que dans certains contextes, d'adopter des façons différentes de voir les choses et de faire les choses, ça va nous aider à solutionner des problématiques qu'on peut voir. Puis là, dans la prochaine diapo, j'ai même mis un disclaimer, puis je l'ai mis en noir comme si c'était hyper sérieux. J'ai dit attention, je vais parler des projets, puis je vais taper sur les projets. Puis j'ai repris, puis à ma défense, c'est un blog de collègues, donc ça ne vient pas de moi, mais je l'ai repris parce que je trouvais intéressant qu'on essaie de faire, on se fait l'avocat du diable du mode projet. Donc je vais juste vous dire, le contenu peut vous choquer, mais c'est pas si pire, vous allez pas dormir ce soir, mais gardez en tête que c'est à prendre avec nuance. Mais je vous dis, si ça vous fait réagir, je vous propose de creuser un petit peu chez vous, là, ce soir, en train de relaxer, vous repenserez à ça. Qu'est-ce qui m'a fait, quoi qui est venu me chercher quand Nicolas il a dit les projets, ça fait pas bien ça fait pas bien ça, c'est quoi l'élément? Puis essayer de voir ok, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans, puis qu'est-ce qui m'empêcherait de considérer une autre façon de faire sur ce sujet-là. Parce que des fois, même moi, on est tous victimes de ça. On s'empêche de considérer une approche différente parce que ça touche ou ça change quelque chose avec lequel on est confortable, on est habitué. Mais quand on prend le temps d'y penser, parfois on trouve une autre façon de voir les choses, puis ça nous fait peut-être, ça nous révèle un angle mort ou pas. Il n'y a pas d'enjeu. Fait que je vais vous montrer les trois petits monstres du mode projet. Puis dans l'article, il disait, ah, le mode projet, c'est mal, puis voici pourquoi. Bon, euh, je fais exprès de le rendre plus que c'est, mais je trouve que c'est intéressant quand même. Donc, le premier petit monstre que j'ai mis, c'est les projets sont des structures temporaires. Donc, OK, pas d'enjeu. L'enjeu, il est où? Il est sur les coûts pour démarrer, bâtir des équipes, colliger l'information, créer un système, le rendre performant. Toutes ces dépenses-là disparaissent une fois le projet terminé. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen d'investir ces coûts-là puis de les garder de façon plus permanente pour ne pas répéter les mêmes coûts à chaque fois? Donc, on pense à ça. Deuxième petit monstre que j'ai mis, les projets sont égoïstes par nature. Bon, ça a l'air un peu dur. Égoïste dans le sens d'une optimisation locale en termes de gens, de ressources et d'argent. Donc, les projets sont en compétition entre eux au sein d'une même organisation. C'est pour ça le mot égoïste, c'est-à-dire quand on rentre en compétition, moi, mettons, je suis directeur d'un projet, puis un autre directeur d'un projet, puis on est chacun mesuré, on est imputable du succès de notre projet. Donc, on est collaborateurs, on est des collègues, mais il vient des moments où, dans le temps, là, moi, il faut que mon projet avance. Puis, il peut y avoir souvent un peu un choc. Puis l'image que mes collègues disent souvent, c'est si on imagine un embouteillage. Imaginez-vous un embouteillage à quelque part. Et puis, il y a plein de voitures, puis il y a des autocars. Hein, 2, 3 autocars là-dedans. Puis imaginez que ces autocars-là, c'est des gros projets dans votre organisation. Mais si un jour, ils se décident que parce que la date arrive, parce qu'il y a un risque de ne pas rencontrer les bénéfices souhaités, que l'autobus se ferait un chemin dans, dans l'embouteillage, il va y arriver, comme un projet va arriver à se livrer, mais il va probablement laisser quelques miroirs cassés et égratignures sur les autres plus petits projets ou les autres projets qui sont en... Donc, y a-t-il une autre manière de voir comment on peut éviter de se faire compétition? Et le dernier, c'est les projets n'ont pas nécessairement une approche systémique. Souvent, puis je pense que ce n'est pas nécessairement dans sa nature que les projets ont ces problèmes-là. Je pense que c'est dans la vraie vie.
hein. On veut avoir une approche systémique, donc contribuer à l'amélioration et l'évolution de l'ensemble de l'œuvre d'une organisation. Mais dans les faits, bien souvent, parce qu'on veut rencontrer les délais, on va faire des choix locaux, des choix qui sont moins porteurs pour l'ensemble d'organisation. Donc, on peut faire une architecture qui n'est peut-être pas parfaite, mais là, comme on manque de temps, on va la mettre peut-être pas très réutilisable, puis on l'arrangera plus tard. Ou on peut proposer des solutions qui vont être fragiles parce que là, il faut livrer, puis bon, OK, on va la faire comme ça. Fait qu'on fait des choix, des fois, pour rencontrer nos impératifs de projet qui peuvent avoir des temps. Voilà, c'était pas si mal. Le dernier truc que je trouve que lui, moi, je le vois beaucoup au quotidien. Un des trucs qui arrive par le mode projet ou la façon qu'on l'utilise, c'est qu'on va segmenter nos gens. On a des gens avec plein de talents, puis on a de moins en moins de gens avec ces talents-là dans nos organisations. Donc, on aimerait bien ça les mettre sur plusieurs choses en même temps. Donc, c'est l'idée le mode projet amène les gens au travail. Donc, OK, on va prendre un tiers de Nicolas pour ce projet-là, l'autre tiers, on va le mettre sur l'autre projet, puis le troisième tiers sur le troisième projet. Dans un fichier Excel, ça marche super bien. Dans la vraie vie, c'est plus difficile. Puis il y a un coût économique qui est complètement invisible. Comme je dis, dans le fichier Excel, on ne le voit pas. Qui est invisible, qui est non négligeable quand même, qui est imputé, entre autres, à cause qu'on passe d'une tâche à l'autre, le task switching. Puis il peut avoir des impacts comme, bien, assurément, ça joue sur la performance. Ça peut être démotivant par moment de ne pas sentir que je contribue comme je voudrais contribuer au projet A parce qu'il faut que je fasse le C et le B aussi en même temps. Donc, ça peut toucher à l'engagement, ça peut toucher à la qualité. Puis, on risque de parfois prendre des mauvaises décisions, des décisions court terme, des décisions plus locales, etc. Donc, bref. Puis, les produits, ben, où est-ce qu'on est plus en agilité avec des équipes un peu plus dédiées? Ben, au lieu d'amener les gens au travail, on va amener le travail aux gens, hein. On va construire des bulles, puis on va les alimenter avec des choses qui ont de la haute valeur pour nos clients. Donc, si on revient sur le choc des perspectives, hein, je vais essayer de l'expliquer un peu, cette différence de perspective-là qu'on peut voir. Donc, souvent, on va entendre des gens à faire, on va entendre les TI, ils sont déconnectés des affaires, ils pensent juste à faire leur truc. C'est une boîte noire, on ne sait même pas trop ce qu'il fait. Tout ce qu'il nous dit, c'est que nous, on n'a pas le temps de le faire parce qu'il faut rehausser notre truc techno, puis il faut changer ça, puis il faut adresser notre dette technologique, etc. Donc, c'est difficile pour des gens à faire de comprendre ce qui se passe du côté des TI, de la techno, parce que c'est pas simple et c'est complexe. Mais parlons un peu un instant justement de dette technologique. Je vous présente la loi de Martek qui montre un peu l'évolution de la technologie versus l'évolution d'une organisation en tant que telle. Donc, ça dit que essentiellement, la technologie, elle évolue à un rythme exponentiel. Puis ce qui fait qu'on est dans un monde VICA, puis il y a beaucoup de pression, puis il y a beaucoup de changements. C'est beaucoup conduit par les changements technologiques. Les capacités qu'on a de pouvoir utiliser la technologie évolue tellement rapidement. Ce que ça fait, c'est que ça amène des nouveaux besoins, ça amène des nouvelles possibilités, puis on serait fou de s'en passer. Et donc, ça amène une pression sur les organisations de s'adapter aussi rapidement, mais on ne peut pas aller aussi vite que des changements techno. C'est très difficile pour des organisations qui vont changer plus lentement avec le temps. Et donc, l'idée de l'agilité, c'est de gagner un peu en capacité à changer, d'avoir des organisations qui se transforment, qui essaient de suivre ce rythme-là. Puis la loi de Martek, ce qu'elle dit essentiellement, si vous allez sur le site de Scott Brinker, eh bien, souvent, les organisations n'ont pas le choix à un moment donné de faire ce qu'on appelle un reset. Donc, repartir complètement à neuf, tout jeter de côté puis repartir sur une nouvelle chose. Puis ce qui expliquait, ben oui, on peut faire ça à l'intérieur d'une organisation, mais c'est très douloureux. Mais aussi, ça peut être juste l'organisation ne survit pas. Si on regarde là, voyons, le top 500 des organisations dans le monde, si on revient le 5, 10 ans, 15 ans en arrière, la liste change drastiquement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que
ils n'ont pas été capables de suivre le rythme techno. Ils ont été éliminés de la carte, puis ils disent dans l'image, leurs ressources ont été réallouées à d'autres organisations plus adaptées et modernes. Et donc, ce qui creuse l'écart, c'est que d'un côté, nos gens d'affaires, vous êtes préoccupés par répondre aux besoins d'affaires, avoir une vision d'affaires, continuellement s'adapter à ces nouveaux besoins qui émergent. Et donc, il y a toujours une pression à vouloir améliorer ce qu'on fait en termes de produits et services. Et de l'autre côté, bien, les gens en ETI, eux autres, ils ont une pression énorme du point de vue technologique, d'évolution. Ils vont être beaucoup en mode assurer les services, réduire les coûts, saisir des opportunités pour passer à l'info numérique versus avoir des centres de traitement massifs, etc. Donc, c'est des impératifs beaucoup plus technologiques parce qu'il y a une forte pression, puis il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolution, même dans le marché du travail, les compétences recherchées, puis des gens qui sortent de l'école, puis des gens qui veulent faire des nouvelles choses, ça change constamment. Et je pense que j'ai un de mes collègues coach techniques, il me disait, je pense que le skill set des gens sur le marché du travail en TI se renouvelle à tous les 5 ans. Là. Donc, des technos qui existaient il y a 5 ans, c'est complètement démodé aujourd'hui. Donc, et donc, ce que ça fait, c'est qu'on arrive moins à s'entendre sur ce qui est important, puisque sur les priorités qu'on doit se donner. Nicolas, Oui. Parlant de changement, il y a Romuald qui demande c'est quoi un changement disruptif? Un changement disruptif. C'est un changement qui va mettre en péril une industrie complète. Mais le meilleur, je trouve, le meilleur exemple, c'est est-ce que vous connaissez Kodak? Les gens, vous connaissez Kodak? Kodak, les appareils La photo, les marque pour microfilms? les appareils La marque photo. Kodak, oui. Il Oui. y a quelques années, en fait, là, ça commence à faire plusieurs années. Ben, il y a des appareils photo avec un film qu'on mettait à l'intérieur, puis on le déroulait, puis on craquait pour prendre les photos. Donc, moi, quand j'étais jeune, ben, c'était comme ça qu'on prenait des photos. Et puis, à un certain moment, Kodak a comme disparu de la carte. Il existe encore, là, mais essentiellement, a été réduit à presque rien parce qu'il y a eu des appareils numériques qui sont arrivés. Puis là, je ne veux pas m'étendre sur comment ça a pu arriver, comment Kodak n'a pas vu voir venir ça, mais ça, c'est un exemple de changement disruptif. Plus personne utilise à moins que ce soit pour être vintage, puis c'est comme une mode, là, il y a une mode vintage qui existe, ça c'est correct, mais plus personne n'utilise des microfilms comme ça. Fait qu'on a éliminé un type de produit, un type de marché. Ça, c'est disruptif. Ou en ce moment, l'info nuagique, c'est assez disruptif aussi. Le 5G a le potentiel aussi de venir changer complètement. Ou Tesla est un autre exemple de changement disruptif qui vient. Je vais vous donner une autre anecdote par rapport à un changement disruptif. Chez Tesla, les voitures électriques, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont des bornes de recharge. Dans le réseau aux États-Unis, il y a un réseau de bornes de recharge électriques. Et donc, les gens viennent se stationner, branchent la Tesla, puis il y a une recharge super rapide qui se fait, puis ils peuvent repartir après avec leur voiture. Puis il y a eu un certain moment où il y avait des problèmes parce que c'était accessible gratuitement. Donc, tu étais propriétaire d'une Tesla, tu arrivais dans les superchargers, tu vas brancher ta voiture, recharger la voiture et repartir. Tu fais fait gratuitement. Et donc, il y avait de l'abus. Il y a des gens qui venaient stationner leur voiture, puis qui allaient faire jogging, puis qui allaient faire autre chose pendant plusieurs heures, puis ils venaient la récupérer plusieurs heures plus tard. Et quand d'autres propriétaires de Tesla arrivaient, ben, il n'y avait plus de place parce que les gens avaient garé leur voiture et étaient partis. Donc, Tesla, ce qu'ils ont fait, ils ont eu beaucoup de plaintes. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place un changement. Ils ont envoyé un software update en Wi-Fi. Et puis, ce que ça a fait, ça, c'est dès que tu étais branché et que ta voiture était à 100% de charge, il commençait à te charger un prix à la minute. Donc, directement sur ta carte de crédit. Puis, fait que là, ils n'ont pas appelé les gens pour faire un rappel massif, dire on va vous installer un nouveau truc dans votre voiture pour pouvoir être capable de. Ils ont juste fait un software update, ils l'ont lancé.
Et donc, ça vient de changer un peu l'industrie de l'automobile. Complètement, on s'entend. Parce qu'aujourd'hui, puis là, dans le livre de Mick Kirsten que je parlais, aujourd'hui, dans les entreprises de fabricants automobiles, je pense que c'est chez BMW, je pense qu'il y a autant d'employés dans le secteur TI que dans le secteur construction automobile. Fait que là, est-ce que BMW, c'est une compagnie TI ou c'est une compagnie de voiture? La question. Donc, c'est des exemples de changements qui peuvent changer nos façons de faire, éliminer des besoins complètement ou créer de tout nouveaux besoins. Il n'y a pas si longtemps, nos fameux téléphones intelligents, c'est pas si intelligent que ça. C'est pas, imaginez-vous en 2012, il y a 10 ans, votre téléphone, il n'accotait pas celui que vous avez en ce moment entre les mains. Et c'est pas très long, 10 ans. 5 ans en arrière, c'est la même chose. Imaginez-vous dans 5-10 ans, j'écoutais le Super Bowl, là, il y a c'est pas trop le truc, le téléphone qui se plie en deux. J'ai comme, quoi? Il se plie en deux sur l'écran et ça casse pas? Ah ben, OK. Donc, c'est des exemples de changements qui peuvent vraiment changer un segment de marché, changer un marché complètement. Ça marche? Dans le chat, oui, dans le chat, on a plusieurs exemples de changements disruptifs. Il y en a qui parlent de Uber versus l'industrie du taxi, Mais oui, puis Netflix et la location de vidéo. absolument. C'est des excellents exemples. Ben, Amazon, tu sais, Amazon, en ce moment, il y a tout l'historique d'Amazon, mais Amazon s'intéresse à de l'assurance, offrir des produits d'assurance privée. Donc, si ça arrive, il y a eu pas très longtemps là, à Québec la fusion de La Capitale et de SSQ qui sont devenus Beneva. On est inondé à ce moment d'annonces de Beneva partout. Fait que si vous ne connaissez pas Beneva, ben, je vous l'annonce. Puis les gens disent ah oui, ils s'associent ensemble pour être compétitifs sur le marché, compétitionner, mettons, l'Industrielle Alliance ou Desjardins. Je dis, oui, oui, sûrement. Mais je pense qu'ils doivent aussi se dire quand Amazon va arriver, si Amazon a été aussi disruptif dans l'industrie du livre, puis de l'achat de produits, de livraison, etc., ben, quand ils vont arriver dans le domaine de l'assurance, ça va être la même disruption qui va arriver. Bref. Autre exemple. Donc là, je vais reprendre ma présentation, sinon on n'est pas sorti d'ici si vous me laissez aller trop longtemps. On a parlé du mode projet. Là, je vais regarder qu'est-ce que c'est ça, le mode produit. Donc, essentiellement, j'essaie de le résumer en disant le mode produit, ça requiert un changement dans la manière dont les idées sont financées, livrées, mesurées. Donc, en ce moment, j'ai une idée, mettons, pré-agile, je planifie longtemps à l'avance, j'ai une phase de conception, puis après ça, je le mets en opération. Puis ce qu'on a compris avec l'agilité, c'est que dans un monde VICA, c'est risqué de faire ça parce que passez-moi l'expression, vous allez vous faire casser votre plan assez rapidement si ça vous prend trop de temps ou si c'est trop complexe à vous attacher avant de vous mettre en action. Donc, ce que l'Agile a dit, c'est faites des petits cycles, livrez fréquemment et apprenez à chaque fois que vous faites une itération, donc, allez vous rapprocher de vos clients. Donc, c'est pour ça que dans les façons de faire Agile, on dit rapprochez-vous de vos clients, travaillez main dans la main avec eux. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est la perspective là, différente. Il faut que vous ayez la même perspective. Donc, apprenez fréquemment et ajustez de façon ad vitam aeternam. Tant qu'il y a de la valeur pour ce produit-là, que ça répond à un besoin, et faites évoluer ce que vous faites à travers des équipes stables. Donc vous voyez, je vais revenir ici, juste pour réitérer mon point. Un projet, je monte mon équipe, je fais mon plan, je livre, pouf, je défais mon équipe, je referai une autre équipe pour un autre projet, etc. Sur la ligne d'en bas, c'est les mêmes gens qui sont une équipe qui gagne en performance, qui gagne en compréhension de c'est qui mes clients, c'est quoi leurs besoins, qui comprennent leurs produits, qui travaillent dedans constamment. Donc, des équipes stables et dédiées où une certaine stabilité est importante. Donc, si on continue sur les parallèles projet versus produit, un projet, c'est une entreprise économique temporaire initiée dans le but de produire un résultat unique pour le client. Donc, j'ai une vision, j'ai une stratégie pour l'atteindre, je me donne des objectifs, je finance, je planifie, j'exécute, et voilà. En mode produit, c'est
j'ai un bien ou un service virtuel ou matériel qui répond à un besoin et qui va évoluer en continu en fonction de sa pertinence pour une clientèle. J'ai une vision, j'ai des objectifs, je le finance, je planifie. Mais je fais ça en cycle itératif, puis je vais me permettre d'ajuster chacun des paliers que je viens de nommer au fur et à mesure que je vais apprendre sur c'est quoi les besoins, puis je vais faire des adaptations. Peut-être que je ne ferai pas évoluer ma vision à tous les jours comme mes équipes, mettons, de livraison vont pouvoir évoluer leur petit plan à tous les jours, mais je vais me permettre de faire évoluer ma vision quand même, un rythme quand même soutenu. Même chose pour les objectifs d'affaires. Je vais faire du financement. On va voir sur le marché ce qu'on appelle du rolling wave budgeting. Donc, on va faire des vagues de financement et non pas un cycle de financement sur 1 à 2 ans. On rentre un peu dans le bout, peut-être qui peut vous intéresser un peu plus. Hein. Je fais de l'analyse d'affaires, puis je veux comprendre comment me centrer sur mon client. Donc, comprendre continuellement qui sont mes clients. Je vais en parler plus loin d'expérience client, comment je peux comprendre c'est quoi l'expérience client que j'offre à mes clients à travers les produits et services que je rends. Donc, vous pourrez le voyager, là, cette image de Gartner. Donc, de façon constante, aller chercher du feedback, valider mes hypothèses, essayer de comprendre mon client, l'impliquer dans mes choix. Donc, être une organisation centrée sur les clients. Un autre exemple qui nous aide à mieux comprendre qui sont nos clients et se centrer sur eux, c'est l'utilisation de cartes d'empathie. Donc, je vais être empathique envers mon client sur différentes sphères dans un petit canevas qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il dit par rapport vis-à-vis des autres, dans quel environnement il opère, c'est quoi ses désirs, qu'est-ce que c'est pour lui avoir du succès, c'est quoi qui l'empêche de l'avoir. Puis après ça, à travers notre modèle d'affaires, mettons, de notre produit, on va essayer de faire une proposition de valeur. Fait qu'à droite, on voit là, le petit monsieur, c'est notre persona. C'est quoi ses gains, quel gain il veut faire, puis quelle douleur il a, puis qu'est-ce qu'il a à faire, lui, dans son day-to-day, dans sa job, dans sa vie. Puis moi, ma proposition de valeur pour lui, mon produit, là, comment il l'aide à atteindre ces gains-là, comment il l'aide à soulager ses douleurs, puis quels produits et services il l'aide à faire ce qu'il a envie de faire. Donc ça, c'est des outils qui existent pour essayer de réfléchir sur c'est quoi notre produit, c'est qui nos clients, puis comment je peux leur proposer des choses qui ont de la valeur pour eux. Un autre principe qu'on utilise, j'ai mis un lien sur un blog intéressant, là, les Customer Journey. Donc, c'est des façons de mapper comment les gens utilisent nos produits, utilisent nos services, puis qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils le font, pour mieux comprendre comment on peut mieux faire évoluer ces choses-là, puis les adapter. Et donc, si je reviens sur mon petit modèle que j'ai montré au début, hein, dans la sphère, les 3 zones, c'est je dois me centrer sur mon client, je dois le comprendre, je dois répondre à ses besoins, puis je dois m'adapter et m'améliorer constamment. Et donc, à travers l'expérience client, à travers mon recentrage sur mes clients, puis à travers différents outils, bien, mettons, moi, je suis dans un rôle de product owner, ou dans un rôle d'architecte d'affaires, d'analyse d'affaires, mais je suis capable de me nourrir de ça, puis de faire les bons choix, puis de mettre les bonnes priorités, ce qui a la plus haute valeur dans un carnet de produits. Puis là, je rentre peut-être dans les bouts d'agilité plus techniques. Et donc, l'idée, c'est, au départ, je disais, là, on a 2 projets. Vous vous souvenez, il y avait le projet A, le projet B, puis on se rend compte qu'on est en compétition, mais au final, parfois, on se rend compte que si on partage des clients, une clientèle commune ou un produit commun, on n'est peut-être pas 4 équipes différentes avec 4 structures de gouvernance, 4 modes de financement, 4 priorités, 4 sets de priorités différentes. On est peut-être reliés à quelque part. Hein. On a peut-être des choses en commun. Et donc, on a peut-être des objectifs communs. On doit donc prendre des engagements communs. On doit avoir un responsable de produit qui gère un carnet de produits, avoir une structure de gouvernance. Puis on doit trouver comment on va travailler ensemble, qu'on va se cadencer puis se synchroniser pour être regroupés et alignés en mode produit. Donc, au lieu d'être une optimisation locale sur une partie de la chaîne, on essaie d'être une optimisation plus globale, puis essayer d'étirer notre agilité ou notre capacité à agir de cette manière-là sur l'ensemble de la chaîne. Fait que gagner en agilité puis aller vers un mode produit, c'est d'essayer d'étirer un peu
ces façons de faire-là, ces principes et ces concepts-là sur l'ensemble de la chaîne. Puis quand on collabore avec d'autres dans l'organisation, c'est aussi d'étirer dans l'autre sens. Donc, on a des collaborateurs, donc il faut créer des liens, se rapprocher, essayer de regrouper le réseau d'équipes, de gens et de collaborateurs qui existent pour servir un client à travers des produits, des services. Puis donc, on fait peut-être partie de la même grande équipe produit. Voilà, pour créer de la valeur, être autonome, avoir de la vélocité, s'adapter, faire de la qualité. Bref, si on fait le dernier bout, c'est le dernier droit, on se parle de c'est quoi les compétences d'une équipe produit. Donc, quand on dit qu'on est aligné autour d'un produit, d'une clientèle, on doit être capable de faire de l'innovation pour générer des idées, pour répondre à ces besoins-là. On doit trouver quelles sont les meilleures stratégies pour s'attaquer ou prioriser les bonnes opportunités d'affaires pour pouvoir livrer les bonnes opportunités d'affaires et créer quelque chose de tangible qu'on va mettre en opération, puis qu'on va utiliser aussi pour apprendre en fonction, là, j'ai mis des données clients. Là, quand on opère puis qu'on veut avoir du feedback de nos clients, on va apprendre sur leur comportement, sur ce qu'ils font, sur comment ils utilisent nos produits, et puis créer ces apprentissages-là qui vont nourrir le cycle d'innovation. Je donne des exemples vite sur de l'innovation, c'est travailler en design thinking, c'est d'explorer des technos émergentes. Faire de la stratégie, c'est gérer un portefeuille d'opportunités, hein, et faire de la conception en minimum viable product, donc travailler en hypothèse et en expérimentation pour apprendre. Livrer en mode agile, bien sûr, technologiquement, techniquement aussi dans une culture DevOps. Utiliser ce qu'on appelle des outils de l'intelligence d'affaires pour aller apprendre sur nos clients puis comment ils utilisent nos produits, puis intégrer l'expérience client puis de l'analytique de données pour faire des apprentissages. J'ai du son dans mes oreilles. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, dans une grande équipe produit, on peut se donner des plans, puis en parallèle, faire de l'innovation, de la stratégie, livrer des choses, opérer, puis apprendre. Je vais donner des exemples. Puis quand on gère, mettons, une équipe en mode produit, une équipe d'équipe, on peut gérer combien j'ai investi de ma capacité à innover, combien j'ai investi à faire de la stratégie, à livrer, etc. Puis selon la maturité, le contexte de mon équipe, je vais peut-être faire plus d'investissement en livraison parce qu'on est en train de sortir quelque chose ou au contraire, je vais peut-être investir plus en innovation et en stratégie parce qu'on est en train d'essayer de comprendre, on tient dessus quelque chose. Donc, je vais investir plus sur innovation et stratégie pour valider s'il y a de la valeur. Donc, souvent, mettons, on se retrouverait à Silicon Valley, hein, dans des startups, là, ils mettent beaucoup d'argent en innovation et en apprentissage pour essayer de voir est-ce que j'ai une bonne idée, puis quand ils tiennent la bonne idée, là, ils vont aller faire de la stratégie puis livrer quelque chose. Dans le livre de Project to Product, on parle de comment on mesure la performance lorsqu'on est en mode produit. Puis je disais, le mode produit, c'est sur du bout en bout. Donc, c'est quoi la performance en termes de débit? Ça prend combien de temps de livrer des choses? Est-ce qu'on est efficient ou est-ce qu'il y a des temps d'attente puis du gaspillage? Puis c'est quoi la charge dans notre bout en bout? Et puis aussi, c'est important de mesurer sur les résultats. Donc, dans le livre, il explique qu'on mesure la valeur, oui, mais on mesure aussi, est-ce qu'on sauve de l'argent? On est en train d'abaisser nos coûts? Est-ce qu'on livre de la qualité? Puis est-ce que les gens à l'intérieur de notre écosystème, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils aiment ça, ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont engagés, motivés? Donc, c'est des genres de métriques qu'ils proposent dans le livre. Puis, on peut mapper à l'intérieur d'une équipe sur le bout en bout, c'est quoi le réseau de connexion entre les différentes étapes qui dépend de qui attend de qui pour prendre telle ou telle décision, puis identifier peut-être des pistes d'amélioration et d'optimisation à l'intérieur de notre chaîne bout en bout. Et finalement, ça a l'air de quoi livrer en mode produit? Là, je ne veux pas vous faire un cours d'agilité à l'échelle, fait que je vais aller relativement rapidement, mais je disais de l'agilité dans une équipe, c'est une optimisation locale. Puis là, quand on fait du produit, on est plus transverse dans une organisation, donc ça met en commun plein d'équipes. Donc, comment on garde cette agilité-là, même si on a un paquet d'équipes en parallèle? Il y a des façons de
faire de l'agilité à l'échelle pour garder cette agilité-là, même si on est plusieurs et qu'on doit s'aligner. Fait que je ne rentre pas dans le détail de ça. Je pense que c'est connu, mais je vais vous dire qu'il existe des frameworks ou des méthodes ou des approches qui cadrent ça et qui proposent des façons de faire ça. Fait que LESS en est une, Nexus du côté de Scrum.org, il y en a plein, puis SAFe qui est un modèle aussi qui apporte des réponses selon votre contexte. Donc, je ne vous en recommande pas un plus que l'autre pour le moment, parce que ce n'est pas un cours d'agilité à l'échelle, mais je vous dis que ça existe. Et la dernière chose, j'avais fait cette présentation-là ou une présentation similaire, puis une directrice avec qui je travaille à l'époque m'avait dit, mais là, Nicolas, tu nous as dit les organisations traditionnelles sont comme découpées en fonctions, c'est comme des silos, puis là, quand on se transforme, on se fait dire toujours, il faut briser les silos, il faut casser les silos, mais là, des équipes produits, c'est des silos. Parce que, tu sais, si tu fais des équipes, là, tu prends un bout de l'organisation, puis eux autres sont dans la même équipe. Fait que, bref, tu es en train de me dire que tu crées des silos. Puis j'avais répondu absolument. Ça l'avait un peu déboussolé. Fait que j'ai continué mon explication en disant, il y a des moments dans la vie où on va aller rapidement du point A au point B. Fait que j'ai utilisé la métaphore du Tour de France. J'ai dit, dans le Tour de France, il y a deux types d'épreuves. Hein, il y a des épreuves individuelles du contre-la-montre. Et donc, le but de cette épreuve-là, c'est d'aller le plus rapidement du point A au point B. Pas plus compliqué que ça. Chacun part tout seul, puis c'est le plus rapide qui gagne. Et il y a des épreuves en étapes où on le fait en équipe. Donc, c'est tout le monde ensemble, puis on travaille en équipe parce que c'est compliqué, on doit monter des cols absolument vertigineux, puis on ne peut pas vraiment y arriver tout seul pour gagner la course. Il faut travailler ensemble. Donc, c'est la même chose pour une organisation. Il y a des moments où on veut être seul pour livrer le plus rapidement, donc avoir le plus de flow possible. Donc, les équipes produits sont là pour se concentrer puis réduire au maximum les dépendances avec d'autres parties de l'organisation pour être capable de livrer en mode tempête et livrer le plus rapidement possible la valeur. Mais on ne peut pas aller bien loin sans le reste de notre organisation. Il faut créer aussi de l'alignement. Donc, entre ces équipes-là, il y a des façons de gouverner, donc d'avoir une vision commune pour l'ensemble de ces équipes-là, d'avoir des objectifs, des stratégies. On peut utiliser de la gestion de portefeuille, bref. Et donc, créer de l'alignement à travers l'organisation pour être certain qu'on est aligné et on reste cohérent. Donc, il y a des moments où on va aller très, très vite, donc on doit se concentrer à rester chacun chez soi puis aller plus vite, le plus rapidement possible. Et d'autres moments où on veut aller plus loin puis faire évoluer des choses communes, donc créer de l'alignement et de la cohérence. Puis, il y a des façons d'y arriver aussi. Là, je ne me perds pas dans les détails de comment on peut y arriver, mais voilà. Et donc, en final, qu'est-ce qu'on veut? C'est partager la même perspective. Et donc, d'avoir un point commun où on dit on se centre sur une clientèle ou des clients et des produits. C'est la perspective que chacun des deux côtés, affaires et pays, doit avoir en tout temps. Merci. Merci. Et, juste avant de prendre d'autres questions, alors Nicolas, merci beaucoup pour cette belle présentation et puis tu l'as fait en moins d'une heure. Donc, ça nous laisse beaucoup de temps pour prendre des questions. Donc, il y avait une question dans le chat que j'avais pas encore posée parce qu'il fallait qu'on avance. Alors, j'essaie de retrouver cette question. OK. C'est Louis-Philippe qui avait posé cette question. Il disait, si mon modèle, entre parenthèses, perspective d'affaires est en TI analytique, quelles deviennent mes priorités? Je ne suis pas sûr que je comprends la question, par contre. Si mon modèle d'affaires est en TI analytique, il devienne une priorité. Louis-Philippe pourra intervenir pour Ouais. clarifier aussi sa question. Alors, Louis-Philippe, je t'invite à ouvrir ton micro. Louis-Philippe, est-ce que tu es encore là? Bon, il semblerait. C'est dommage.
Et sinon, Oui, il pourra me contacter, là. Il n'y a pas Oui, d'enjeu. Philippe indique qu'il a été répondu par la suite. Donc, il a Ah, eu sa OK. réponse. C'est ce OK, qu'il nous écrit. parfait. Merci. Puis j'en profite au passage si jamais question ou bref, émergeait plus tard dans la soirée ou plus tard dans la semaine, il n'y a pas d'enjeu, vous pouvez me contacter. Je suis facilement retrouvable sur LinkedIn. De toute façon, je pense que dans la présentation, j'ai mis mon adresse courriel, fait que pas d'enjeu. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a plusieurs personnes qui me posent la question, est-ce que la présentation sera disponible? Alors, je dis oui. Oui, Généralement, lorsqu'on fait une session, par la suite, la présentation et l'enregistrement est disponible via les événements passés. Donc, si vous allez dans événements passés, puis vous allez choisir l'événement d'aujourd'hui, d'ici quelques jours, ces informations-là devraient être disponibles, n'est-ce pas, Yves? Oui, je confirme. C'est Par- exactement comme ça que ça va se passer. Parfait, c'est bon. On a une main levée, donc c'est Frédéric. Alors, Frédéric, je te donne la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour la présentation. Bon, au fil de la présentation, c'est vrai que quand tu es arrivé sur la partie de projet et en présentant le projet de façon Red Devils, là, ça m'a un peu fait bondir. Mais cependant, ce que j'ai constaté, c'est que tout au long du cheminement, le constat était que c'était le Red Devil pour les projets dits en mode cascade ou en waterfall. ouais. Parce que je me retrouve, quand tu expliquais, j'essayais de faire le parallèle à un projet en mode agile et je me disais que non, mais j'ai failli t'interpeller pour dire non, non, mais en mode agile, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, à la fin, je me rends compte, est-ce qu'on pourrait résumer dans la séance d'aujourd'hui en disant il faudrait qu'on aille tous vers le mode agile parce que justement, le mode agile inculque tout ce qui est produit et aussi parce que je me suis rendu compte, si je vais faire un parallèle avec le thème que tu as apporté, design thinking là, Oui. je me rends compte que le design thinking prend un peu sa base dans ce que les agilistes appellent les individus et les interactions plus que les processus et les outils. Est-ce qu'il ne faudrait donc pas résumer la séance d'aujourd'hui en disant soyons tous agiles? Oui, je dirais gagnons en agilité parce que des fois, soyons tous agiles, il y a des morceaux de l'agilité qui s'adaptent moins bien à votre contexte. Mais oui, gagnons en agilité, en capacité à apprendre en continu. L'exemple du design thinking, je trouve qu'il est parfait. Puis, c'est pas l'agile qui a inventé ces choses-là. Mettons le processus, la méthode scientifique de poser une hypothèse, valider son hypothèse, puis ajuster son hypothèse, puis etc. C'est pas des principes qui viennent de l'agilité, mais c'est repris presque dans l'agilité. Donc, oui, je dirais gagnons en agilité. Puis moi, j'ai pas d'enjeu à faire des projets en mode agile. Je pense que c'est bien jusqu'au moment où on se rend compte qu'on fait trop de projets en parallèle. C'est peut-être bien de choisir puis de minimiser le nombre de trucs. Ça va nous permettre d'être plus flexible, etc. Donc, il y a toujours des choix qu'on peut faire. Puis, je suis pas du type non plus modèle tout un versus l'autre. Je serais Faites pas un virage complet en mode produit. Essayez de trouver là-dedans qu'est-ce qui fait du sens, puis exécuter des projets de façon plus agile. Ça peut être très, très bénéfique dans bien des contextes. Est-ce que ça répond à la question, Frédéric? Oui. Parfait, J'ai bien compris en fait maintenant. parfait. Il y a Thomas, Nicolas, qui te demande des conseils pour optimiser, améliorer Oui, le rôle du BA en mode produit. oui, oui. Dans la présentation, je dirais s'intéresser c'est quoi les principes d'expérience client pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est faire de l'expérience client, intégrer ces façons de faire-là à votre travail pour alimenter comment vous faites de l'analyse d'affaires. Je trouve que c'est très bénéfique.
Puis tous nous autres, nous, à l'interne, à CJ, on travaille beaucoup à faire de la montée en compétences sur nos gens qui travaillent en analyse d'affaires sur ces aspects-là en particulier. Je pense que, puis aussi, là, mon jupon dépasse. Là, j'ai gagné en compréhension de qu'est-ce que c'est travailler en mode agile. Vous le disiez, vous aviez une certification que vous avez ajoutée sur le rôle de product owner, le product ownership, tout ça. Je pense que ça aussi, c'est des beaux rôles que les gens d'analyse d'affaires doivent prendre, doivent comprendre aussi. Il y a des outils là-dedans. Donc, ouais. Parfait. Ensuite, mais justement, ça me donne envie de te poser une question, Nicolas. Lorsque dans une organisation, on a les TI, on a produit, on a marketing, on peut dire tous ces départements-là constituent la chaîne de valeur quand on veut comme livrer en mode produit. Mais au bout de cette chaîne, on a les opérations qui font un peu le pont entre l'interne, l'équipe TI interne et puis la clientèle. Comment faire pour embarquer ces personnes-là dans la livraison agile? Ouais. Généralement, ils sont assez réticents à embarquer dans le mode agile. Oui, puis oui, je comprends. Comment on y arrive, je ne le sais pas. J'ai pas la recette magique, mais moi, dans ma conception, puis tu sais, on le travaille avec un client avec lequel je travaille actuellement. Les gens des opérations, en fait, la philosophie qu'on s'est donnée derrière, c'est si je ne sais même pas si j'ai la traduction en français, mais if you build it, you run it, c'est-à-dire les gens qui construisent le truc, c'est eux qui vont l'entretenir, qui vont l'opérer. Donc, eux sont considérés comme étant partie intégrante de ces équipes produits-là qu'on met en place. Justement, pour pas qu'ils soient les seuls imputables de tout ce qui pourrait arriver une fois que c'est en production, puis que les gens mettons, en entretien évaluation ou en projet, font le nouveau stock, puis après ça, ils pitchent dans la cour de d'autres. Fait qu'on a amené ce concept-là. C'est pas toujours, tu sais, je lisais dans les commentaires comment on fait pour faire travailler les gens à affaires et TI. Souvent, c'est deux unités d'affaires presque différentes. Ça, c'est un autre défi. Je pense qu'il n'y a pas de solution magique là non plus. Ça prend c'est sûr que plus on élargit sur la chaîne, plus il faut avoir de l'alignement des leaders et des gestionnaires du niveau correspondant. Donc, si on va avoir un impact dans une équipe, ben, le gestionnaire de premier niveau, ben, il faut qu'il adhère à ce qu'on essaie de faire. Si on va avoir un impact sur une chaîne au complet de plusieurs équipes, ben, il faut avoir la ligne hiérarchique au-dessus, puis ainsi de suite. Donc, de l'engagement sur une vision de comment on veut opérer les choses, comment on veut les faire, ça prend de l'engagement des leaders, assurément. Ouais. Ça rejoint le commentaire de Mylène qui disait que les défis d'évoluer à une culture de produit sont entre autres d'avoir l'engagement de la business. Donc, ils doivent être très impliqués dans l'évolution du produit et aussi dédier des gens. C'est un défi d'aligner les projets d'envergure qui touchent plusieurs produits différents dans l'entreprise. Ça, c'est Mylène qui a commenté ça. On a une question de Patrick qui demande comment dans un environnement où un cycle d'approbation dure 3 semaines, peut-on travailler en mode agile sans changer les façons de faire de l'organisation et les attentes de l'organisation? Ça risque d'être un défi, je vous l'accorde. Parce que surtout sur le bout, sans changer les façons de faire de l'organisation et les attentes de l'organisation, il y a probablement des optimisations, des choses qu'on peut changer ou qu'on peut améliorer, mais rapidement, on va frapper le plafond de verre. Donc, tu sais, ça va beaucoup avec l'engagement puis la volonté de changer des choses, puis jusqu'à quel niveau cet engagement-là se répercute. Fait que si le middle management ou le senior management n'a pas tant l'intention ou sent pas le besoin d'apporter des changements, il n'y aura pas grand succès à une initiative qui sort de sa portée. On peut avoir des succès très localisés, mais pas tant plus haut que ça. Parce que clairement, on s'attaque à comment
on s'attaque en fait à la culture d'une organisation, tu sais, quand on commence à travailler sur une chaîne bout en bout, etc. Donc, ça amène beaucoup de changements, ça implique beaucoup de choses. Puis, il ne faut pas non plus viser la Lune puis changer, débrancher un système au complet pour en brancher un nouveau qui fonctionne complètement différemment. Puis, il ne faut pas non plus le voir, il faut faire ça dans toute notre organisation. Souvent, on me posait la question, puis je pense que je le disais aussi dans l'article que je citais, je disais, au-delà des équipes pilotes puis des évangélistes, donc au-delà des gens qui y croient, comment je fais pour convaincre ceux qui ne veulent pas embarquer puis qui n'y croient pas? C'est quoi les bons arguments, Nicolas? C'est quoi la bonne présentation? Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Puis moi, ce que je leur dis, puis ça ne vient pas de moi, j'avais vu un post de Simon Sinek sur LinkedIn qui disait qu'est-ce que tu fais avec les gens qui ne veulent pas embarquer et qui ne veulent pas le faire? Puis lui disait la personne lui disait qu'est-ce que tu leur dis? Puis Simon Sinek, il dit je leur parle pas. Je pas, je leur dis rien, je ne vais même pas les voir. Il dit parce que de toute façon, eux, ce qui va les convaincre, ce n'est pas mes arguments, c'est de voir que ça fonctionne. Puis le seul moyen qu'ils voient que ça fonctionne, c'est de prendre les gens qui ont envie, puis de faire quelque chose, puis de montrer que ça fonctionne. Puis c'est ça qui va convaincre le reste de l'organisation éventuellement. Et pas un livre, une conférence ou un argumentaire solide. Il n'y a rien qui va faire transiter des gens qui résistent plus que OK, ça a l'air de fonctionner. Puis comment vous avez réglé ce problème? OK, vous l'avez réglé comme ça. C'est ça qui convainc les gens de faire ces derniers steps-là. En fond, c'est la communication et l'implication. Oui, je pense qu'ils ont besoin, il y a des gens dans la vie qui ont besoin de le voir pour le croire. Puis il y en a d'autres qui ont juste, ah oui, OK, l'idée me convainc, puis d'autres, c'est non, moi, je veux le voir. Je veux voir que ça marche. Je veux voir du concret. Exact. Ouais. Juste avant de donner la parole à Romuald, il y a une question, il y en a deux dans le chat. Frédéric qui demande, l'expérience client ne va-t-il pas avec l'expérience employée? Parce que selon lui, Ah oui. pour bien livrer, il faudrait avoir le goût de produire de la valeur. Oui, absolument. C'est un excellent point, puis je suis complètement d'accord. J'ai même vu une organisation qui priorisait selon différents critères de priorisation et qui incluait l'expérience employée. Pas juste la valeur pour le client, donc l'expérience client, mais incluait qu'est-ce que ça va apporter à nos gens chez nous de travailler sur ce truc-là. Donc, c'était dans la balance. Autant que, puis on peut voir de l'expérience client comme, c'est de l'expérience employée, c'est de l'expérience client pour nos gens chez nous. Puis, j'ai peut-être allé vite tout à l'heure, pour ceux, il y en a peut-être qui l'ont remarqué, mais quand je parlais de métriques et de performance, la dernière que je parlais à droite dans les résultats, c'était le bonheur. Mais il faut le mesurer, le bonheur des gens chez nous qui travaillent à l'intérieur de ces équipes produits-là, sont-ils heureux? S'il y a full de valeur à livrer, s'il y a beaucoup de demandes et beaucoup de besoins, mais que les gens détestent ça, travailler dans ce produit-là, ce système-là pour X, Y raison, c'est pas viable. Il y a un voyant qui devrait être au rouge dans notre tableau de bord. Donc, c'est un aspect, puis je le trouvais super intéressant dans le livre. Toutes les métriques étaient en fonction de ce qu'on livre, puis la vitesse à laquelle on livre, puis comment que le client est satisfait. Puis là, pouf, il y avait une métrique qui était tournée vers nous. Donc, est-ce que les gens sont bien, sont motivés, sont mobilisés, puis ils veulent travailler dans ce produit-là? Donc, ouais, qui est le goût de produire de la valeur. C'est ça. Parfait. Alors, Romuald, j'espère que ton bras n'est... Merci, Nicolas. Oui. Je peux y aller? Oui, allez, vas-y. Merci de la qualité de la présentation. En général, dans la culture produit, les gens sont plus ou moins réticents au changement, les paradigmes sont tellement enracinés. Dans une culture, dans la démarche d'agilité, comment est-ce que faut-il manifester l'agilité
ok, comment parvenir à manifester l'agilité de sorte à ce que on adopte ou on laisse tomber certains changements parce que eu égard à la COVID-19, la COVID-19 a par exemple été certains changements, certains bouleversements, sinon les paradigmes étaient là. Mais dans cet environnement-là, comment est-ce que je parviens à manifester l'agilité? Si je reformule la question, ce que vous me dites, c'est comment on arrive à être agile dans des environnements où les gens ont des paradigmes très ancrés. Oui, c'est ça. Souvent, moi, je vais me retrouver confronté à... puis j'avais écrit un petit blog sur LinkedIn là-dessus. Quelqu'un qui me disait, j'avais été dans une rencontre, puis on parlait d'agile, puis de transformer un peu nos façons de faire, puis la personne elle me dit « Ah, l'agilité, de toute façon, c'est une mode, ça va passer. » Fait que, en voulant dire à quoi bon changer ces choses-là, ça va passer, puis il va y avoir autre chose après. Donc, j'ai pas, ce qu'il disait, j'ai pas tant envie de changer mes façons de faire. De toute façon, c'est une mode, ça va passer. Puis je lui avais répondu absolument, vous avez absolument raison. Puis là, ça avait comme, OK. Il s'attendait à ce que je fasse comme, non, c'est pas une mode. Puis ça va être, non, mais j'étais complètement d'accord. Parce que, en fait, l'agile, on peut le voir comme, c'est un moyen, c'est une façon de répondre à le monde dans lequel on évolue actuellement. Je parlais d'un monde VICA. Ça nous a amené à avoir des valeurs, des principes qui sont agiles pour répondre à ce monde-là. Puis peut-être que dans le futur, on va appeler ça autre chose. Puis ça, moi, ça m'importe peu. Puis pour répondre à la question, où je vais aller, c'est il ne faut pas se centrer sur le moyen. Donc, maintenant, on peut voir l'agile comme un moyen à solutionner quelque chose. Il faut trouver qu'est-ce qui nous motive. C'est quoi le problème qu'on essaie de régler? Comme là, si je me ressens sur mon client, c'est-à-dire que je connais peut-être pas super bien mon client, je comprends pas bien qu'est-ce qui a de la valeur pour lui. Ça, c'est un problème pour moi. Puis je veux trouver des solutions pour mieux comprendre ça. Puis aussi, j'ai de la difficulté à livrer et à répondre aux besoins efficacement parce qu'il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup c'est long de s'entendre puis prendre des décisions. Alors ça, c'est un autre problème qu'on essaie de régler. Et là, mettre au service les choses qu'on va amener, qu'on appelle ça mode produit ou agile ou peu importe. C'est pas sur ça que je travaille. Moi, je suis en train d'essayer de solutionner un problème que vous avez. Fait que souvent, c'est bizarre. On me dit, ah, t'es le conseiller agile, viens nous conseiller. Puis je dis, OK, on ne parlera pas d'agilité. Parlez-moi des problèmes que vous avez, puis on va essayer de trouver des solutions. Puis moi, je vais sortir des trucs de mes poches, puis de mon coffre à outils agile. Puis on essaiera de mettre ces éléments-là au service de ce que vous essayez de solutionner comme problème. Puis là, la conversation, je trouve qu'elle est meilleure. Puis il y a plus d'ouverture à changer des choses, améliorer des choses, abandonner des paradigmes, puis en choisir des nouveaux. Parce que ce n'est pas accroché à une méthode, une façon de faire. Ce n'est pas pour être plus agile, c'est pour mieux prioriser, c'est pour mieux comprendre mon client, c'est pour être plus efficace à prendre des décisions. Puis ça fait du sens. C'est très rare que les gens me disent non, moi je les aime, mes problèmes, j'écoute les garder puis de les avoir avec moi tous les jours. Ils sont toujours très heureux et ouverts à dire ah oui, j'aimerais bien voir ce problème-là, j'aimerais bien le voir disparaître. C'est parfait. Fait que moi, je t'offre des idées puis des façons de faire disparaître ce problème-là. Parfait. On a une autre question dans le chat qui vient de Thomas qui demande quelle est selon vous la meilleure façon de mesurer la valeur d'un produit? Eh oui, bonne question. Très bonne question. Je ne sais pas, je poserais, ça a l'air, des fois j'ai des réponses simplistes, là, vous me pardonnerez, mais je poserais la question aux clients, aux gens qui seraient prêts à payer pour ça. Qu'est-ce qui ferait qu'ils paieraient pour ce produit-là versus l'autre, le compétiteur? Je vous ai montré tout à l'heure 2 canevas de Strategizer, qui était le Business Model Canvas puis le Value Proposition Canvas. Le Business Model Canvas qui dit, c'est qu'il regarde, c'est quoi mon produit? Il répond à qui, à quoi? Puis bon, tout un paquet d'autres questions pour essayer de déterminer est où la valeur, est où ma proposition de valeur. Puis là, dans le Value Proposition Canvas, ce que ça dit, c'est à qui ça s'adresse, ce truc-là.
c'est qui cette personne-là, c'est quoi ses douleurs, c'est quoi ils appellent ça des pains. Donc, c'est quoi ses douleurs, qu'est-ce qu'elle essaie de régler, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle essaie de commander un repas de son sous-sol, puis que quelqu'un aille le chercher dans son resto préféré, puis l'amène chez lui. Tu sais. On essaie de comprendre c'est quoi Puis en comprenant son client, on comprend qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Puis on peut répondre à, ben voici ma proposition de valeur. Fait que dans ces explorations-là, puis ces questionnements-là, puis à travers ces outils-là, comme je l'ai montré, puis c'est pas les seuls, il y en a un paquet, il y a probablement des réponses à comment on peut mesurer cette valeur-là. Puis voilà, je pense que ce serait ça. Mais ça a l'air simpliste de poser la question au client, mais mettons qu'on va plus loin, ben c'est ça, on essaie de comprendre nos clientèles, puis voir qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parfait, merci. On prend une dernière question, puis ensuite on va passer au concours. Donc, Sally travaille comme analyste fonctionnelle sur un projet et puis il y a beaucoup de changements des besoins du client. Puis là, elle se demande si avec l'agilité, ça ne devient pas un inconvénient. Ouais. Le fait qu'on doit comme tout le temps retourner vers le client, valider son besoin, puis lui, il change ses besoins constamment. Oui, c'est ça. Absolument. Absolument. Il y a comme peut-être un engagement à créer des espaces pour changer. Si on change à toutes les 15 minutes, à tous les jours, absolument, analyse fonctionnelle, oui, ça doit être terrible, ça, si le client change constamment. Ça ne doit pas être des journées faciles d'essayer de faire ce travail-là. Fait que oui, absolument, je pense que trop d'agilité, je pense que de l'agilité, ça ne veut pas dire qu'on peut changer en tout temps, à tout moment, à tout point. Fait que je pense que, comme je disais tantôt, on peut être agile, avoir une vision, avoir des objectifs, avoir un plan à long terme, avoir un plan à court terme, puis avoir un petit plan pour des équipes. Fait que chacun de ces niveaux d'indirection-là, plus c'est petit puis proche des équipes, ça peut changer fréquemment. Puis plus on se met à avoir un niveau d'indirection un peu plus large et grand, je disais, tu ne peux pas faire bouger ta vision d'affaires à tous les jours. On s'entend? Donc, c'est la même chose pour ce que vous travaillez au quotidien. Est-ce que ça peut bouger à tous les jours? Ou on peut s'entendre qu'on se dit, quand on se donne un objectif sur la semaine, 2 semaines, sur 1 mois, puis ça ne bougera pas tant qu'on atteint l'objectif. Comment on va y arriver? Ça risque de bouger fréquemment, mais le besoin devrait rester relativement stable. Puis on se fait des fenêtres où on se dit là, OK, là, on peut ajuster des choses, on garde ça stable, on réajuste, etc. Donc oui, des fois, on peut venir trop agile, justement, puis essayer de tout faire bouger, puis finalement, il n'y a plus rien qui tient. Puis il faut se donner le temps aussi d'apprendre. Mais tu sais, ce que j'entends là-dedans, c'est que c'est difficile de comprendre un besoin. Puis c'est pour ça que les gens le font bouger beaucoup parce que en y pensant puis en commençant à travailler dessus, on se met à découvrir que oh non, on n'avait pas bien compris. Fait qu'il y a des cycles comme ça un peu qui se mettent en branle, mais il y a des façons de créer des fenêtres pour essayer de garder ça, une certaine stabilité. Parfait. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on va passer au concours. Et après, au besoin, on pourra y revenir à toi. Donc, si vous avez bien écouté, alors c'est le moment de nous le prouver. Okay. La première question qu'on a pour vous, c'est quel est le nom de la loi mentionnée dans la présentation de Nicolas pour illustrer la pression des changements technologiques sur les organisations? On a 4 choix de réponse. Est-ce que c'est la loi de Liddell, la loi de Conway, la loi de Murphy ou la loi de Martek? La personne, normalement, on prend la première réponse. La personne qui va gagner, je demanderai à cette personne d'envoyer un message privé à Jacques Fizet en mentionnant son nom, son adresse de courriel et son adresse postale pour qu'on puisse lui faire parvenir le livre. Alors, est-ce qu'on a des réponses? Oui, il y a des gens qui avaient même répondu avant que tu aies les choix. Ah oui, OK. Ah, il y a des gens attentifs. OK.
Oui, en effet, ils nous prouvent qu'ils écoutent bien. Puis Nicolas aussi est très captivant. C'est impossible de ne pas l'écouter attentivement. OK. Je pense que le gagnant, non, je ne peux pas penser, il faut que je sois précise. Alors, le gagnant, c'est Eric Inlibro. Alors, Eric, parce que la bonne réponse, c'est effectivement la loi de Martek. Donc, Eric, je te demanderai d'envoyer un message privé à Jacques Fizet en mentionnant ton nom au complet, ton adresse courriel et aussi ton adresse postale. Pour Parfait. recevoir le livre. Exact. Parfait. Donc, deuxième question. Que veut dire le C de l'acronyme VICA? Nicolas en a parlé tout au long de la présentation de ce fameux nuage qui nous plane dessus. Donc, est-ce que des fois, quelqu'un disait que Windows n'était pas agile, puis en effet, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est changeant, complexité ou centralisé? Je parie qu'il a déjà répondu avant même que j'affiche Effectivement. les réponses. Ouf, OK. La réponse est donnée instantanément. Ouais. Donc, c'est Dominique qui a été le plus rapide sur cette question-là. Alors, Dominique, il faut envoyer un message privé à Jacques Fizet en indiquant ton nom complet, ton adresse courriel et l'adresse postale ou acheminer le livre. Donc, Merci, j'ai reçu pour Eric. parfait. Donc, ça mettrait fin à ma présentation, puis je passerai la parole. Je ne sais pas, Nicolas, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous autres avant que je demande à Yves de conclure la présentation? Je voulais juste vous redire merci de m'avoir invité. Ça a été super. J'espère que ça vous a éclairé. Puis, bref, voilà. Je suis bien content toujours de partager mes trucs. Fait que j'étais heureux de voir qu'il y avait au moins une personne qui était là. Fait que moi, dès qu'il y a une personne, ça me va. Je suis comblé. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas, pour avoir accepté notre invitation. Ta présentation était très riche. Moi, j'ai appris beaucoup. Donc, on va sûrement te réinviter. J'ai une idée, là, peut-être qu'on pourrait pousser ce thème-là sur justement la valeur et le produit. Définition de qu'est-ce qu'un produit. C'est vraiment pas clair dans nos entreprises. Les gens ne reconnaissent pas leurs produits. Donc, on te remercie beaucoup. Je remercie toute l'assistance d'avoir pris le temps de partager cette heure et demie-là avec nous. Et on vous invite pour la prochaine conférence du mois de mars où on va avoir la chance de recevoir M. Jared Gorey du IBA, directement de l'IBA Global. Et Jared, qui est un anglophone, va s'exprimer en français parce qu'il y a des cours qu'il a pris dans sa jeunesse. Et Jared est déjà venu nous présenter et c'est vraiment un bon monsieur. Donc, on vous attend en grand nombre au mois de mars. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci encore, Nicolas, et au plaisir. Merci, bonne soirée. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée.